Bonjour, dans cette capsule, on va poursuivre ce qu'on avait commencé à la capsule précédente et on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place dans un circuit de courant alternatif un condensateur ou encore une bobine d'induction. Alors commençons par le condensateur. Imaginons qu'on a un courant qui arrive ici de la gauche et qu'on a un condensateur. On sait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a des charges qui s'accumulent sur une des plaques du condensateur et il y a donc d'autres charges qui partent d'ici, ce qui laisse des charges négatives. En réalité, on sait bien que c'est les électrons qui se déplacent, donc c'est plutôt en sens opposé, mais on peut très bien le voir selon le sens conventionnel du courant, que les charges plus s'accumulent d'un côté, quittent l'autre côté, ce qui laisse des charges moins. Donc au fur et à mesure que le courant passe, le condensateur se charge. On a déjà rencontré cette situation-là au chapitre 7, lorsqu'un condensateur se chargeait, par exemple. Et puis, lorsqu'il se déchargeait, on avait le processus inverse. Mais ici, on a du courant alternatif. Ça veut dire que forcément, le courant qui va présentement vers la droite, il va être inversé à un moment donné parce que la source va changer de sens, donc ce courant-là va être inversé. Alors le condensateur à ce moment-là va plutôt se décharger. Et donc dans un courant alternatif, un condensateur, il va sans cesse passer à travers un processus de charge, puis ensuite un processus de décharge, puis il va même en fait se charger dans l'autre sens, parce que quand le courant va s'inverser, donc les charges qui se sont accumulées vont s'en aller, mais ils vont même finir par s'accumuler dans l'autre sens. Donc, quand le courant va aller vers la gauche, il y a des charges positives qui vont finir par s'accumuler ici, des charges négatives de l'autre côté. Donc, allons voir maintenant mathématiquement en détail qu'est-ce qui va se passer. Alors, on connaît la formule qui nous donne la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur, c'est égal à Q sur C. Donc, si on va maintenant un petit peu plus loin, la charge Q qui est accumulée dans le condensateur, on avait fait ça aussi au chapitre 7, on avait remplacé Q par intégrale de I fois dt, parce que I, c'est la quantité de charge qui passe par unité de temps. Donc, si on intègre en fonction du temps, on obtient comme ça la charge, en supposant que la charge initiale du condensateur était nulle. Donc, je continue maintenant, je remplace I par Im sinus d'oméga t moins phi, comme on a du courant alternatif, c'est la formule générale que l'on a. Alors, c'est ça qui va dans l'intégrale, et on intègre par rapport au temps. Alors, c'est une intégrale qui est quand même assez simple à faire. Le Im, c'est une constante, donc ça va sortir. Et l'intégrale d'un sinus, ça donne moins cosinus. Donc, on a ici notre signe moins et le cosinus. Puis, on a aussi un oméga ici qui va sortir au dénominateur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du sinus, on a une fonction du temps qui est oméga t moins phi. Alors, ça veut dire qu'il faut que je divise par ce qui est en avant du temps pour que ça fonctionne. Autrement dit, vous pouvez le réessayer puis dériver cette fois-ci cette expression-là. Le moins cos va devenir sin. Puis comme on a un oméga en avant du temps, on va être obligé de multiplier par oméga, ce qui va annuler celui-là et on va bien retrouver ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, on avait une intégrale indéfinie, donc en réalité, il faudrait aussi ajouter une constante d'intégration, mais cette constante-là va être forcément zéro si la charge du condensateur était nulle au départ. Alors donc, la différence de potentiel aux bornes du condensateur va varier selon donc cette formule-là, moins cosinus de oméga t moins phi. Par contre, on va pas le laisser comme ça parce que la tension borne de la source et le courant étaient représentés par des sinus. La différence de potentiel au borne de la résistance aussi, c'est représenté par un sinus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transformer notre cosinus en sinus. Alors, on peut le faire de la manière suivante. Euh, j'ai mon plan ici avec un vecteur qui est représenté et puis l'angle θ qui est représenté ici. Donc, l'angle θ, c'est un angle quelconque. Ici, j'ai un autre vecteur qui est à 90 degrés du premier. Vous savez que lorsqu'on prend un cosinus, c'est donc le côté adjacent, ça serait la longueur de ce côté-là ici. La flèche qui est là a la même longueur que la première. Et clairement, le côté qui est égal dans ce triangle-là, c'est plutôt le côté qui est vertical. En fait, donc ce côté-là va être égal à celui-là. Et si je fais tourner mon angle, autrement dit, si je change l'angle θ pour un angle quelconque, tant que le deuxième vecteur suit à 90 degrés, le côté horizontal de l'un va toujours être égal au côté vertical de l'autre. Par contre, il y a une différence de signe, c'est-à-dire lui est positif, l'autre est négatif. Et vous voyez, c'est exactement ce que je voulais ici.
je voulais un moins cosinus. Alors le cosinus de cet angle-là, ça va être égal à moins le sinus de cet angle-là. Alors je peux l'écrire comme ça ici, moins cosinus θ égale sinus de θ moins 90, ou moins pi sur 2 en fait, si on l'exprime en radians. Et donc on peut faire cette transformation-là. Autrement dit, dans mon delta V ici, je pourrais remplacer moins cosinus par sinus du même angle, oméga t moins phi, mais moins pi sur 2. Alors c'est comme ça qu'on peut le représenter. Et à ce moment-là, on retrouve un sinus et on va toujours s'arranger pour que ça soit le cas, c'est-à-dire que toutes nos delta V soient donnés par des sinus, mais en changeant légèrement l'angle de phase qu'il y a à l'intérieur du sinus. Alors si on représentait ça dans un graphique de delta V au bord du condensateur en fonction du temps, supposons qu'on aurait quelque chose comme ceci. Ce que je voulais montrer, c'est que, bon, on a mis en violet ici la courbe qui donnerait le courant en fonction du temps. Alors bien sûr, on n'aurait pas normalement le droit de faire ça, c'est-à-dire que le delta V est mesuré en volts, le courant, lui, est mesuré en ampères, donc on ne pourrait pas vraiment les mettre sur le même graphique. Mais ce que je voulais juste illustrer ici, c'est le déphasage. Ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, elle va toujours être en retard par rapport au courant. Et le retard vient du moins pi sur 2 qui est ici. Alors, on va toujours avoir un retard du condensateur de pi sur 2 par rapport au courant à cause de ça. Et on peut comprendre physiquement pourquoi c'est le cas. Parce qu'en fait, quand le courant commence à aller dans une direction, le condensateur, lui, il est encore chargé de l'autre direction d'avant. Donc le courant allait comme ça, par exemple. Alors le condensateur s'est chargé. Au moment où le courant change de bord, le condensateur, lui, a encore sa charge qu'il avait accumulée. Alors ça prend un certain temps avant qu'il se décharge pour pouvoir se recharger dans la même direction que le courant. Alors c'est pour ça que le condensateur, il va toujours être en retard par rapport au courant. Je continue un petit peu à modifier l'équation. On va remplacer Im sur oméga c par une seule variable qui va être delta V Cm. Encore une fois, ça va être l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur. Donc delta V Cm, encore une fois, le M, c'est pour maximum. Alors, on pourrait dire que delta V Cm, c'est égal à Im sur oméga c, ou encore Xc fois Im, c'est-à-dire que vous remarquez que j'ai remplacé le terme 1 sur oméga c, 1 sur oméga c par Xc. Et ce Xc-là, on va appeler ça la réactance capacitive. Ça va être des ohms parce que, en fait, vous remarquez que ça joue un peu le même rôle qu'une résistance. Si on regarde juste cette formule-là ici, ça ressemble beaucoup à la loi d'Ohm. Vous avez delta V égale X fois I. C'est un peu comme delta V égale R fois I. Alors, vous voyez bien que les unités de la réactance, ça va donc être des volts par ampère. Donc, c'est des ohms. Et donc, on voit que la réactance d'un condensateur est inversement proportionnelle au produit de oméga fois C. Et la réactance, ça va jouer donc le même rôle que la résistance dans un circuit. Plus elle est élevée, plus l'influence du condensateur va être importante. Alors, ça veut dire que si on a une petite capacité pour un condensateur, ça lui donne une grosse réactance, donc il va avoir une influence importante dans un circuit en courant alternatif. La fréquence est aussi importante. Vous voyez, oméga, la fréquence angulaire, c'est proportionnel à la fréquence. Ça veut dire que pour une très grosse fréquence, la réactance du condensateur va être faible. Autrement dit, il n'y aura presque pas d'influence dans le circuit pour une très grosse fréquence. À l'inverse, pour une très basse fréquence, la réactance va être importante, donc le condensateur va avoir une grosse influence dans le circuit. Et ça, on peut aussi le comprendre avec la physique du condensateur. C'est qu'en fait, quand la fréquence est très élevée, le condensateur, il n'a presque pas le temps de se charger. Le courant, il va dans un sens, puis tout de suite, il est inversé dans l'autre. Donc, le condensateur, il n'a presque pas le temps de se charger. Les charges n'ont pas le temps de s'accumuler. Et donc, la différence de potentiel à ces bornes, elle va rester tout le temps petite. Tandis que si la fréquence est basse, là, le condensateur va avoir amplement le temps de se charger. Et donc, là, il va avoir une grosse différence de potentiel à ces bornes. Et donc, il va avoir une plus grosse importance dans le circuit. Alors, on peut retenir de tout ça que quand on place un condensateur dans un circuit en courant alternatif, la différence de potentiel à ces bornes, elle va toujours être en retard par rapport au courant, donc en retard de pi sur 2. Et
la valeur de la différence de potentiel, elle va être proportionnelle à la réactance capacitive. Alors, la réactance capacitive qui est elle-même égale à 1 sur oméga C, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de la capacité du condensateur et de la fréquence dans le circuit. En fait, la réactance est inversement proportionnelle au produit de ces deux choses-là. Maintenant, on va s'intéresser aux bobines d'induction qu'on place dans un courant alternatif. Clairement, une bobine d'induction, ça va avoir un effet important dans un courant alternatif parce que les bobines d'induction, on se rappelle, ça s'oppose aux variations du courant. Alors, comme il y a des variations du courant dans un circuit en courant alternatif, certainement que ça va avoir une influence. D'ailleurs, la différence de potentiel aux bornes d'une bobine, c'est égal à l'inductance fois la dérivée du courant par rapport au temps. Alors, on peut trouver qu'est-ce que ça va donner en mettant notre formule du courant alternatif là-dedans. Donc, le courant, c'est Im sinus d'oméga t moins phi. Alors, si je dérive ce courant-là, ça va me donner un cosinus, donc la dérivée d'un sin, ça donne un cos. Puis on a aussi un oméga qui va sortir devant, puisqu'on a un oméga en avant du temps ici, donc on a un oméga en avant. Donc la différence de potentiel au bord de la bobine va être proportionnelle à un cosinus. Un peu comme tout à l'heure, on va essayer de transformer le cosinus pour avoir un sinus, de manière à ce que tous nos delta V soient exprimés en sinus. Encore une fois, on peut utiliser une identité trigonométrique. Donc si j'ai un vecteur ici, qui a un angle θ, puis que je prends le cosinus. Donc le cosinus de θ, c'est le côté qui est ici. Mais vous voyez que c'est tout à fait équivalent au côté ici, le côté vertical, si je prenais un angle 90 degrés ou pi sur 2 supérieur à mon angle θ. Autrement dit, le cosinus de θ, c'est égal au sinus de θ plus pi sur 2. Et peu importe l'angle, donc si vous faites tourner ça n'importe où dans le cercle trigonométrique, ça va toujours être vrai. Donc je peux remplacer le cosinus ici par un sinus, donc sinus de oméga t moins phi plus pi sur 2. Alors comme on a fait tout à l'heure avec le condensateur, si on représentait la différence de potentiel au bord de la bobine dans un graphique en fonction du temps, puis qu'on met dans ce même graphique-là le courant, donc je l'ai mis en violet encore une fois ici, pour qu'on puisse voir le retard ou l'avance. Encore une fois, on n'aurait pas vraiment le droit de faire ça puisque le courant se mesure en ampères, mais c'est juste pour pouvoir visualiser le retard ou l'avance. Ici, on a oméga t moins phi plus pi sur 2. Alors, ça veut dire que la différence de potentiel au bord de la bobine, elle va être en avance sur le courant. À cause du plus pi sur 2, elle va atteindre sa valeur maximale avant le courant. Alors, on le voit bien ici sur le graphique que le maximum est atteint à un temps inférieur au courant, donc ça va être en avance. Si je vais un petit peu plus loin, encore une fois, je peux remplacer tous les chiffres qu'il y a ou toutes les variables qu'il y a ici devant le sinus par delta V Lm maximum, donc qui va être l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine. Et l'amplitude en question, elle est égale à ceci, donc oméga L fois Im. Et encore une fois, je peux remplacer ce qui est devant le courant, oméga L, par XL cette fois-ci. On va appeler ça la réactance inductive. Tantôt, on avait la réactance capacitive, là, on a la réactance inductive. Encore une fois, ça va être des ohms, parce que ça joue le même rôle que dans la loi d'Ohm. Vous voyez, on a des volts ici, puis des ampères. Alors, des volts par ampère, ça va nous donner encore une fois des ohms. Mais cette fois-ci, la réactance d'une bobine, c'est proportionnel à son inductance et proportionnel à la fréquence. Alors, ça veut dire que plus la bobine va avoir une inductance importante, plus son influence va être importante dans le circuit. Et cette fois-ci, c'est proportionnel à la fréquence. Et on peut comprendre pourquoi aussi, intuitivement. C'est sûr que si la fréquence est élevée, ça veut dire que le courant change rapidement. Et comme une bobine, ça s'oppose à la variation de courant, bien sûr, sa réactance va être plus importante pour une fréquence plus importante.